Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Bonjour, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que j'ai une invitée qui s'appelle Louise Mériot, qui est la propriétaire du compte à son propre nom, avec laquelle on va parler d'AVAC, donc d'accouchement par voie vaginale après une césarienne. Bonjour Louise. Bonjour Clara. On va déjà commencer par expliquer ce qu'est un AVAC, évidemment. Donc c'est un accouchement, comme j'ai dit, par voie vaginale ou par voie basse après une césarienne. Pourquoi en parler aujourd'hui ? Parce qu'il y a de nombreux soignants qui sont encore super frileux à l'idée de tenter le voie basse après une césarienne, alors que rien n'est irrévocable et que c'est même conseillé par l'Organisation mondiale de la santé. J'ai pas choisi d'enregistrer ce podcast avec n'importe qui. Louise a une petite expérience professionnelle dans le domaine, personnelle surtout. Je vais te laisser te présenter, Louise. Tu peux nous dire, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais avec moi aujourd'hui ? Donc, je m'appelle Louise. De formation, je suis prof de philo. Et j'ai 2 enfants et j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'accouchement quand j'étais enceinte de mon 2e enfant, à la suite de mon premier accouchement qui s'était fini en césarienne, en urgence, en cours de travail. Et donc, du coup, pendant ma 2e grossesse, j'ai commencé à m'intéresser vraiment de plus près à la question de l'accouchement pour essayer de comprendre déjà pourquoi j'avais une césarienne et comment surtout je pouvais faire pour ne pas que ça se reproduise et pour pouvoir vivre un accouchement par voie vaginale la 2e fois. Et à force de me pencher sur la question, j'ai fini par me dire que je pouvais aussi en parler avec d'autres et c'est comme ça que je suis arrivée sur Instagram. Ok, super. Oui, donc toi, via ton compte Instagram, tu essayes d'informer sur la naissance en général, notamment le processus physiologique, et puis tu aimes bien parler donc justement des AVAC parce que c'est comme ça que tu as dû te préparer en fait, et puis t'informer pour toi-même accoucher de ta 2e par voie vaginale, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment par là que je suis rentrée dans tout ce qui tourne autour de l'accouchement, de la maternité, etc. C'était vraiment genre comment réussir cette AVAC. Donc c'est vrai que c'est on va dire un sujet qui me tient à cœur. Ouais, comme je dis, j'ai pas invité n'importe qui. J'ai choisi 2 personnes pour en parler. Merci Louise. On va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet. Un peu poser les bases dès le début. J'ai moi-même fait des recherches sur les accouchements après des accouchements voie basse après césarienne, mais toi aussi tu en as fait déjà pour ta propre expérience et puis pour ton plaisir de l'information, je sens en toi. Pour toi et selon tout ce que tu as vu, quels sont les risques liés à l'accouchement par voie basse après une césarienne en lui-même, mais quels sont aussi les risques, par exemple, de refaire une césarienne ? C'est quoi la différence entre les deux ? Alors déjà, le taux de réussite d'une tentative de voie basse après une césarienne, donc d'une tentative d'AVAC, il est de 75%. Ce qui en fait est assez élevé parce que si tu compares au taux d'accouchement par voie basse, tout type d'accouchement confondu, c'est 80%. C'est à 20% de césarienne. Tout type d'accouchement confondu, que ce soit premier, 2e, etc., pathologie ou pas. Donc ça, c'est vraiment tout confondu, on est à 80%. Donc tu vois, dire que quand tu tentes un AVAC, tu as 75% de chances de réussir, finalement, c'est... Non, c'est pas rien. Sachant qu'il y a environ 60% des personnes qui ont eu une première césarienne qui tentent un AVAC. Donc il y en a quand même 40% qui, alors, soit choisissent, soit acceptent une césarienne programmée. D'accord, donc je résume. Sur un nombre de personnes qui a eu déjà une césarienne pour un premier, il y en a 60 qui tentent le voie basse, et sur ces 60% qui ont tenté le voie basse, il y a 75% de réussite de voie basse. On peut dire que quand même, à partir du moment où on fait le choix de faire une tentative de voie basse, on a de grandes chances de réussir, surtout en général
pour un AVAC, surtout si on se prépare bien, voilà, il n'y a quand même pas de raison particulière que ça ne réussisse pas. Surtout si on est bien accompagné, mais ça on en reparlera. Ta première question, qui est un petit peu plus complexe, on va dire, qui était la question des risques liés à l'AVAC. Le risque principal, c'est le risque de rupture utérine, c'est-à-dire en fait, c'est le fait que le muscle de l'utérus se déchire en général à l'endroit où il a au préalable été incisé et cicatrisé. Donc ça, le fait qu'il y ait une cicatrisation, ça fait qu'il est moins élastique et du coup il est plus susceptible de se déchirer parce qu'il peut moins s'étirer. Donc c'est un risque qui existe, qui est multiplié par 10, mais en fait ça veut dire que concrètement il passe de 0,08 pour 1000 pour un accouchement sans utérus cicatriciel, donc sans césarienne, sans autre cicatrice sur l'utérus. C'est juste que le risque existe même quand il n'y a jamais eu de césarienne. C'est ça qui est important de préciser. 0,08 pour 1000, c'est un risque extrêmement faible. Et en cas d'une césarienne, il passe à 0,7 pour 1000. Donc il augmente, oui, mais il reste extrêmement faible, en fait. Oui, ça reste un risque très faible, surtout si tu le compares à d'autres types de risques obstétricaux, type hémorragie. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir une hémorragie, par exemple, qu'une rupture utérine. Ouais, on est d'accord. Surtout que souvent, en plus, on inclut... on confond un peu la rupture utérine avec la déhiscence utérine, qui est beaucoup plus fréquente, et qui est en fait le fait que le muscle s'étire, mais la membrane extérieure de l'utérus ne se déchire pas. Donc il n'y a pas de déchirure de l'utérus, ce qui fait que souvent on s'en rend même pas compte, et ça se répare tout seul. Et ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps, en fait. Sauf que comme avant, en plus, on faisait systématiquement des révisions utérines après un AVAC pour vérifier s'il y avait une rupture utérine ou pas. Même s'il y avait juste une déhiscence, on allait le noter. Et dire, ah oui, là... Donc on mettait un peu les deux dans le même panier. Alors qu'en fait, il y en a une qui est potentiellement très grave, alors que l'autre, elle n'est pas problématique. Voilà. Donc, c'est un risque qui existe, mais qui est, comme la plupart des risques d'ailleurs, largement exagéré dans l'imaginaire et dans le discours médical, en fait. Voilà, on va vous dire, ah oui, mais il y a un risque de rupture utérine, c'est très grave. Alors, c'est vrai, quand ça arrive, ça peut potentiellement être très grave, mais ça passe pas inaperçu. En fait, il faut savoir aussi qu'une rupture utérine, c'est symptomatique, dans la plupart des cas, vraiment, si on est un tout petit peu attentif à ce qui se passe, ça se voit. Il y a 4 symptômes principaux, une douleur très vive, même entre les contractions, c'est-à-dire que si on continue d'avoir mal quand il n'y a pas de contraction, en général, c'est qu'il y a un problème. Des saignements, des anomalies, un bébé qui est en détresse avec des anomalies du rythme cardiaque, et des contractions irrégulières, ou même... Donc ça se voit, je veux dire, quand... Ça peut pas passer inaperçu en se disant, j'ai pas mal, donc j'ai pas de... Donc... sauf à la limite si on a une péridurale très très dosée et que personne ne nous surveille, quoi. Mais, oui. Pour un AVAC, on est quand même très surveillé, donc voilà. Le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le risque, qui est un risque réel, il est exagéré et il va servir de prétexte, en fait, pour expliquer la frilosité des équipes médicales qui n'ont pas envie d'accompagner des AVAC et pour qui c'est beaucoup plus simple de programmer une césarienne. Mais alors, c'est beaucoup plus simple de programmer une césarienne, mais la césarienne, on a compris, l'AVAC, le risque, c'est la déchirure utérine. La césarienne, c'est la césarienne pour toutes les césariennes, c'est valable. C'est quoi les risques, en fait, selon toi? Une césarienne, c'est quoi les risques? Alors là, en plus, on parle d'une césarienne programmée, donc les risques sont un peu différents du coup de la césarienne en cours de travail, mais si on compare du coup les risques propres à l'AVAC, à la tentative de voix basse, et ceux qui sont propres à la césarienne, en général, on considère que la tentative de voix basse, elle est moins risquée pour la mère, que ce soit à court terme ou pour son futur obstétrical, comme on dit. C'est-à-dire que plus on fait de césarienne, et plus il va y avoir de risques sur les grossesses suivantes, des risques de complications pour la mère et pour l'enfant.
Donc, pour la mère, la césarienne, elle est plus risquée. Voilà. On considère que la césarienne programmée est légèrement plus sûre pour l'enfant si on considère que le court terme. C'est-à-dire si on ne prend pas en compte les effets de la césarienne à long terme. Ce qui en général n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en général, dans le discours médical, on va juste parler des risques et des bénéfices à court terme, c'est-à-dire pendant l'intervention et les premières semaines de vie. Sauf que maintenant, il y a quand même des études qui montrent qu'à long terme, la césarienne, elle a des impacts non négligeables sur la santé de l'enfant, qu'elle augmente les risques d'asthme, d'obésité, de diabète. Ouais, d'allergie, tout ça. Ouais. Peut-être que c'est plus sûr, puis bon, encore une fois, plus sûr peut-être, plus sécurisante, je sais pas. Parce que ça reste quand même une forme de traumatisme pour un enfant de n'être pas césaриenne. Surtout pour une césarienne programmée, où du coup, c'est pas le moment qu'il Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je dis, moi, la dernière fois encore, j'ai entendu, je sais plus si sur quoi, j'entendais Michel Audin qui disait, vaut mieux faire une césarienne en urgence, ou à la limite, bébé, la mère et bébé, ils ont essayé, on n'a pas réussi, quelle que soit la raison, on n'a pas réussi, mais bébé savait que c'était l'instant où il fallait qu'il naisse. Alors que la césarienne programmée, on va dire, il est tranquille comme ça dans son salon et puis on va s'entoquer, on va rentrer et puis on va le sortir de là, quoi. Donc c'est vrai, effectivement, ça, voilà, c'est à chaque femme de faire sa propre balance bénéfice-risque. Tu avais un truc à rajouter là-dessus ou... En fait, sur la balance des risques, la HAS, elle conclut quand même que, oui, d'accord, en gros, elle dit, finalement, la morbidité globale, elle est plus élevée pour la mère en cas de césarienne, légèrement plus élevée pour la mère en cas de césarienne, légèrement plus élevée pour l'enfant en cas de tentative de voix basse, mais globalement, elle reste vraiment très faible. Et donc, effectivement, comment dire, le critère de décision, il doit pas être ça. Et ils disent clairement que pour un AVAC après une seule césarienne, c'est la tentative de voix basse qui doit être privilégiée. Ouais. L'OMS dit exactement la même chose, donc là-dessus, au moins, ils se rejoignent. Ils sont plus frileux. Après 2 césariennes, ils disent que c'est au cas par cas, et après 3, ils recommandent la césarienne programmée. Ce qui n'est pas le cas partout, mais voilà, en tout cas, pour un premier, après une seule césarienne, ils sont clairement en faveur de la tentative de voix basse. Donc ça déjà c'est un point qui est du côté des femmes qui veulent tenter ça, c'est que c'est à elles de faire leur propre balance comme on disait, mais il y a au moins la haute autorité de santé française qui est encourageante là-dessus. Mais pour les nombreux gynécologues qui sont frileux et qui aiment bien proposer des césariennes d'emblée, il faut essayer de porter ses choix, savoir porter ses choix. Et moi je trouve que la base, je pense que tu vas être d'accord avec moi, la base c'est de connaître ses droits, de savoir que rien n'est obligatoire, que ce qu'on nous demande doit être suivi de notre consentement en fait. Soit on dit non, soit on dit oui, soit on réfléchit. Et après, on est d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire, que imposer ses choix un petit peu hors du commun dans un monde qui est médical, c'est pas facile. Toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que... Après, je pense que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a la théorie et la pratique. C'est-à-dire que oui, en théorie, c'est à nous de choisir. En théorie, personne ne peut nous imposer une césarienne et on ne devrait même pas avoir à batailler, etc. Le problème, c'est qu'en pratique, je pense que c'est quand même compliqué. Je pense que, comment dire, un AVAC, c'est compliqué, c'est pas joué d'avance. Et je pense que déjà, c'est compromis si on doit se battre contre l'équipe médicale. Pour moi, une des clés quand même pour réussir son AVAC, c'est d'avoir l'équipe médicale de son côté et d'être soutenu. Et je pense que si dès le départ, on doit déjà se battre pour faire accepter de ne pas faire une césarienne programmée, de faire une tentative de voix basse, je pense que la tentative de voix basse, elle va être compliquée. Parce que derrière, l'équipe médicale, ils vont avoir très envie de nous prouver qu'on avait tort. Et qui vont pas forcément... Non mais j'exagère un peu, mais pas être optimistes et ils vont pas être soutenants du coup. Donc je pense que si c'est... Alors des fois on n'a pas le choix, des fois il n'y a qu'une maternité à côté et on est coincé et on fait comme on peut, mais si on a le choix et si on peut, il faut pas oublier qu'on a le droit d'aller dans une autre maternité, de rencontrer une autre équipe médicale
et de choisir ceux qui sont prêts à nous soutenir. Parce que, faut quand même se rendre compte qu'en plus, c'est extrêmement variable selon les établissements. Qu'il y a des endroits où, si on va demander une césarienne programmée après une première césarienne, ils vont nous dire ah bon, mais pourquoi nous on fait une voix basse? Et il y en a où ils vont vous dire ah bon, on programme la césarienne quand? Voilà. Ouais. Donc les pratiques, elles sont vraiment très variables selon les endroits et du coup, c'est pas forcément évident d'aller s'inscrire contre les protocoles et les habitudes et les croyances qui sont propres à une maternité donnée. Donc je pense que vraiment, si, encore une fois, si on peut, le point de départ, c'est de choisir d'être soutenu par l'équipe médicale. Parce que si on doit se battre tout le long pour faire respecter ses choix, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je pense que pour après une césarienne, c'est assez facile, entre guillemets, de trouver une maternité qui soutient la voix basse. Après 2, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, il faut parler quand même maternité publique. Il faut quand même faire un point, ça c'est toujours mon petit... sur mon petit coup de gueule à chaque fois. Je dis, moi, sur le nombre de femmes que j'ai accompagnées qui ont pour projet des AVAC, après une seule césarienne, j'ai jamais fait plus, hein, après une seule césarienne, sur les femmes qui étaient inscrites en maternité publique, mais alors le projet est passé, parfois juste en expliquant, non, moi je veux pas, d'abord on essaye, après on voit, et là c'est passé quand même. Et puis sur les cliniques, non, ça insistait quand même pas mal pour faire des césariennes. Pourquoi ? Parce que le gynécologue, il est mieux et plus payé pour une césarienne. Ça, il faut le dire, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Après... Ça, je pense qu'ils sont quand même aussi beaucoup plus, j'ai l'impression, beaucoup plus interventionnistes. Ah bah oui. Alors peut-être pour des raisons financières, mais sans doute pas que, mais ils ont quand même tendance à être encore plus interventionnistes, ouais. Oui, mais ça les gêne moins de se dire, tant pis, on n'attend pas plus longtemps et on va faire une césarienne. Moi, je trouve, d'expérience, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, ouais, je suis plutôt d'accord, ils sont plus interventionnistes. Mais alors, on va partir du principe qu'ils proposent une césarienne, ou en tout cas, ils laissent le choix. Comment on va se préparer ? Moi, j'avais noté les choses... J'avais noté un peu les choses de base, de se dire, il faut avoir un projet naissance, ça nous permet d'en parler plus facilement. D'être moins... Parce que des fois, c'est simplement nous qui sommes pas forcément à l'aise devant les équipes médicales. Enfin, moi, je suis la première. Moi, avant, devant un médecin, j'étais là à me dire, s'il l'a dit, c'est qu'il a raison, puis au pire, je me tais, et puis en fait, ça marche pas comme ça. Mais... donc c'est pour ça, avoir un projet naissance, ça peut être... c'est intéressant. Être préparé et renseigné avec des études et des chiffres, je trouvais que c'était sympa aussi. Et pouvoir un peu leur faire avouer à demi-mot, en posant des questions dirigées, de dire ah oui, mais alors ça, c'est les risques de la voix basse, c'est, comme tu disais, la déchirure utérine. Qu'est-ce que c'est le risque de la césarienne ? Alors là, comme tu disais, sur le court terme, sur le long terme, etc. Et puis ne pas hésiter à changer de professionnel si jamais ça marche pas, même en cours de grossesse, même en fin de grossesse. Techniquement, c'est pas un problème. Ça peut être gênant, ça peut être une charge mentale, ça peut être beaucoup de choses, un peu de stress. Par contre, si c'est pour mettre à bien des projets qui nous tiennent à cœur, je pense que c'est pas... ça sert à rien de s'obstiner à rester avec des gens qui sont pas en accord avec notre vision des choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Qu'est-ce que tu rajouterais ? Alors déjà, si je repars du projet de naissance, je pense que ce qui est important, c'est de l'utiliser. Enfin, moi, c'est ce que ma sage-femme m'avait recommandé, parce que c'est vrai que quand on fait un projet de naissance, la première fois, on a quand même tendance à faire une liste de je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en général, les équipes médicales, elles aiment pas du tout. Et elle m'avait dit de plutôt justement présenter un projet, c'est-à-dire quelque chose de très personnel, en fait, juste de leur faire comprendre pourquoi c'est important pour moi de faire un AVAC. Ah moi je suis pour ça, hein. Moi je suis totalement pour ça. Quand j'aide les personnes à faire les projets de naissance, je dis il faut parler de soi, d'où on vient. En fait, le but, c'est de les amadouer, de les mettre de notre côté, en fait, et du coup de leur faire comprendre pourquoi c'est important pour nous d'avoir, alors ça peut être un AVAC, mais ça peut être n'importe quoi, en fait, quel que soit le type de projet de naissance, mais pourquoi ça c'est important pour moi. Donc c'est plutôt parler de soi, peut-être de ses accouchements passés, et de faire ça, on n'écrit pas un roman, mais voilà mon projet de naissance, hein. Il fait 48 pages. Il y a 3 tomes. Faire comprendre pourquoi c'est important pour nous, plutôt que leur dire voilà, je veux un AVAC et alors je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça déjà.
Je pense que c'est le premier point. Et puis, je pense que c'est aussi important pour soi ça permet de retravailler sur les trucs. Bah, je pense que c'est ça, oui. Mais non, mais là, tu touches un point sensible. Retravailler sur... Voilà, mais du coup, pour moi, le projet de naissance, ça va être l'aboutissement de ça. Je pense que le point de départ de se préparer pour un AVAC, c'est de travailler sur l'accouchement précédent. Parce que ça, enfin... Mais alors, on va pas se mentir, ça marche pour tous les accouchements. Je veux dire, pour tous les accouchements, en tout cas, quand on a déjà eu un accouchement, c'est important soit de faire le deuil de son premier accouchement, si par exemple il était magique, de se dire bah ouais, ça se trouve le deuxième sera quand même pas pareil. Et puis bah pour des personnes ou comme moi, quand on a eu un accouchement traumatique, avant de passer au deuxième, il faut quand même un peu s'éloigner, prendre du recul, réfléchir à ce qui s'est passé avant. Et ben pour les accouchements en voie césarienne et puis voie basse, ça marche pareil. Ah oui, totalement. Mais totalement. Et pour le coup, je pense que pour la vague, c'est particulièrement important parce que enfin, moi, je l'ai vraiment vu. Enfin, genre, j'étais là en mode, ouais, j'ai une césarienne, ok, c'est pas grave. Et pendant ma deuxième grossesse, vraiment, le trauma a surgi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un trauma et que si je faisais pas quelque chose, j'allais être paralysée pendant l'accouchement parce que plus la grossesse avançait et plus j'étais dans l'angoisse, etc. Donc pour ça, il y a des thérapies courtes qui sont vraiment efficaces, surtout si on s'y prend au dernier moment parce que ça surgit pendant la grossesse. Il y a l'hypnose qui est assez efficace ou le DMR. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'était vraiment, vraiment assez efficace. Alors, ça guérit pas tout, mais ça permet de prendre de la distance et de plus être dans l'émotion. Et voilà, je pouvais pas parler du truc sans me mettre à pleurer, quoi. Donc ma sage-femme m'a dit, là, peut-être que tu fasses quelque chose, en fait, parce que si tu vas à l'accouchement comme ça va être compliqué. Donc ça, et puis aussi, de manière plus intellectuelle, donc ça, c'est plutôt le côté émotionnel, et puis après, de manière plus intellectuelle, comprendre la cause de la césarienne. Parce que ça permet aussi de prendre de la distance. Alors, on peut demander son dossier médical, pour si ça peut aider, et puis le lire avec sa sage-femme ou quelqu'un qui comprend le charabia. Mais... il y en a qui sont faciles à comprendre, hein, mais il y en a qui sont pas... Finalement, ça va pas se reproduire. C'est-à-dire que généralement, la césarienne, elle a des causes qui sont propres, alors soit à la situation en particulier, soit à la grossesse en particulier. C'est rarement que je suis pas capable de mettre au monde mon enfant par voie vaginale. C'est pas irréversible. Une situation qui s'est produite pour cette grossesse-là ou cet accouchement-là, et généralement, il n'y a pas de raison que ça se reproduise. Et du coup, comprendre la cause, ça permet quand même de mettre de la distance par rapport à ça et de se dire, ok, ça c'est ce qui s'est passé la dernière fois, mais ça va pas forcément se passer comme ça cette fois-là. Et ça permet aussi de donner les outils pour que ça se reproduise pas. Genre, moi, ma césarienne, c'était typiquement c'était le cas classique de l'absence totale d'accompagnement et la cascade d'intervention qui aboutit à la césarienne. Donc c'était vraiment... comprendre ça, je me suis dit, ok, donc en fait, il suffit, entre guillemets, que finalement je me mette dans les bonnes conditions et que je limite au maximum la médicalisation pour que ça se passe bien. Et en fait, ça aurait pu ne pas se passer, mais c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc comprendre la cause, ça permet aussi de ne pas reproduire le même schéma, on va dire. Oui, et puis de ne pas avoir peur de reproduire le même schéma et de ne pas reproduire le même schéma. Et de savoir qu'on n'est pas défaillante et que parfois, c'est vraiment indépendant de notre volonté, oui, mais de notre corps, parfois. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas genre on comprend que c'est pas une faillibilité intrinsèque à notre corps. C'est ça. Et du coup, ça amène aussi, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, c'était vraiment tout ce qui est de la déconstruction des croyances et des peurs qu'on a qui sont liées à l'accouchement, qui généralement d'ailleurs ne nous appartiennent pas, hein, qui sont des représentations partagées. La société, des familles. Et qui effectivement nous amènent à avoir certaines peurs, certaines angoisses ou même des méconceptions à propos du processus de l'accouchement. Enfin, moi j'ai lu le livre de Ina Mengaskin. Alors là c'était avant ma deuxième grossesse, c'était entre les deux, et je l'ai eu une révélation. Enfin, je me suis dit, ah d'accord, c'est donc pour ça que j'ai une césarienne. Et je me suis dit, ah d'accord, je ne suis donc pas, mon corps j'ai pas un problème en fait. Et ça m'a vraiment redonné confiance dans les capacités de mon corps.
C'est-à-dire que j'ai compris que finalement, C'est... le problème ne venait pas de moi, ou pas de Ouais, moi intrinsèquement, que c'était voilà, quelque chose qui était propre à ma situation à ce moment-là, mais que c'était pas à irréversible, l'instant quoi. T. Donc ça, c'est important aussi. Alors ça peut être de lire, ça peut être de se renseigner, ça peut être de se faire accompagner par une doula. Enfin voilà, après chacun son... C'est la connaissance sur le processus physiologique de l'accouchement, sur la naissance, sur le corps, qui t'a amené à une alors qui t'a amené à une déconstruction et de ta césarienne, et qui t'a amené à une confiance en ton corps et en l'accouchement en fait. Ouais, alors la compréhension de la physiologie et aussi la compréhension de comment fonctionne le système médical. Parce que c'est ça qui est très puissant Oui, chez Gaskin, c'est qu'elle lie les deux et elle montre bien que... Enfin, en fait, on marche sur la tête, quoi. Parce qu'elle montre bien que, en fait, euh, tout ce qu'il faudrait pour respecter la physiologie de l'accouchement, le monde médical fait l'inverse, quoi. Et oui, donc ça, j'ai vraiment... Enfin, ça m'a vraiment beaucoup éclairé là-dessus. Donc, après, une fois qu'on a fait ça, je pense que ce qui aide beaucoup aussi, du coup, c'est tout ce qui va être plutôt les outils techniques, se préparer à l'accouchement. Alors, aussi bien... moi, il y avait deux trucs, parce qu'il y avait... Ma fille, elle était... Donc, quand j'ai eu ma césarienne, ma fille, elle était en postérieur. Voilà, donc elle était quand même... Je pense pas que c'était la cause... Enfin, on va dire que c'est la cause qui était invoquée de la césarienne. Et effectivement, à la fin, c'était un peu compliqué, mais c'était pas la seule cause. Enfin, je pense pas que voilà, je pense pas que c'était genre oui, oui, la oui, cause. c'était On pas va dire l'unique. qu'à la fin, c'est ce qu'il y a. Enfin, elle a essayé de tourner la tête, ça marchait pas. Donc, comme il y avait plein d'autres éléments, ils ont décidé d'aller en césarienne. Mais en tout cas, si elle avait pas été positionnée comme ça, probablement que ça se serait fini différemment. Et du coup, c'était vraiment une préoccupation pour moi que de genre faire en sorte qu'elle puisse être bien positionnée. Donc ça, c'était Ouais. tout ce qui était pendant la grossesse, de genre... du coup, j'ai pas mal lu les bouquins de Gasquet sur bah, du coup, comment se positionner aussi bien. Alors, elle donne des exercices de yoga et tout, mais aussi au quotidien pour Oui. donner au bébé la possibilité de se positionner correctement. Et j'ai aussi pas mal été voir une ostéo pour voilà, vérifier qu'il n'y avait pas de blocage et tout. Bon, voilà. Pour rajouter un truc, il y a l'ostéo, il y a aussi l'acupuncture. Parfois, ça marche parce que là, tu parles de la position postérieure, mais il y a des femmes, ça fait peur. Par exemple, quand les bébés ne se sont jamais retournés, etc., avec la position au siège, même si on est d'accord que c'est une position physiologique, toutes les deux, on est d'accord là-dessus. Mais sur le fait que, eh bien, bah, des fois, il y a l'ostéo qui peut aider, il y a aussi l'acupuncture. Et puis vraiment, se renseigner sur la mobilité au cours de sa grossesse, quoi. Effectivement, c'est Après, intéressant. voilà, des outils, il y en a plein et c'est à chacune de trouver Oui, ceux qui se. on peut pas faire une liste exhaustive, c'est pas possible. Non, puis si on essayait de tous les essayer pendant la grossesse et la Oui, c'est ça. Il y aura du boulot. tester, les gars. Mais non, non, voilà. Mais donc voilà, à chacune de trouver les outils qui lui conviennent. Mais voilà, donc ça c'est plutôt ce qui était pendant la grossesse. Et après, pendant l'accouchement, euh, d'avoir ben, à la fois des outils pour gérer la douleur, pour gérer les contractions. Et puisqu'on rappelle, hein, t'as eu un accouchement physiologique sans péridurale. Non, non, on va en reparler parce que du coup, j'ai donné Ouais. le... Voilà, parce que oui, l'idée c'était quand même, enfin j'avais quand même compris que finalement, plus c'était médicalisé et plus ça avait de chances de mal se finir. Donc mon idée était que ce soit le moins médicalisé possible. Donc effectivement, d'avoir des outils pour gérer les contractions. Et puis j'avais aussi bah, des mélanges d'huile essentielle, de tout truc pour contre la douleur, pour aider, pour machin. Je sais pas si ça marche, mais disons que c'est rassurant en fait d'avoir ça. Oui, ça fait peut-être un peu l'effet placebo aussi. C'est hyper important parce que c'est vraiment d'avoir un truc que tu peux faire. Tiens, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais en panique. J'étais en pleine phase de désespérance et j'étais vraiment très Ouais. très mal. Et genre, j'ai pris mon truc de huile essentielle contre la panique. Ça s'appelait pas comme ça, mais c'était l'idée. Et, et je m'en suis mis. Tout de suite, je me suis sentie mieux. C'était probablement pas les huiles essentielles, mais c'était juste le fait de pouvoir faire quelque chose. Oui, d'agir sur ton ressenti. Donc encore une fois, bon ben, si c'est les huiles essentielles, ça peut être autre chose. Chacune trouve ce qui lui convient, mais voilà, disons que d'avoir des choses qu'on peut faire en cas de quand on se sent débordé, parce que sinon, bah, le recours c'est, enfin, du coup, sinon on rentre dans la médicalisation quand on n'a pas les ressources
Oui, qu'on n'a pas assez de clés, qu'on n'a pas assez de ressources. Après, il n'y a plus d'autre choix que de rentrer dans la médicalisation, effectivement. Le truc qui, pour moi, je pense, a été vraiment le plus efficace. Non, mais c'était vraiment le. En fait, voilà, je m'étais dit, bon, s'il faut qu'il y ait le moins de médicalisation possible, le plus simple, c'est de ne pas être à l'hôpital. Logique. Donc, je m'étais vraiment dit, je vais rester chez moi le plus longtemps possible. Et j'étais bien. J'étais vraiment tranquille dans ma chambre. Et puis au moment où j'ai eu la phase de désespérance, là c'était la panique. Je me suis dit, faut aller à l'hôpital, faut aller à l'hôpital. Je sais pas si je serais allée à l'hôpital sinon, hein, mais là j'étais là, genre, faut aller à l'hôpital, faut aller à l'hôpital. Et du coup, je suis arrivée, j'étais à 9. Donc, tu vois, je suis vraiment arrivée Ouais. Donc, tu avais déjà fait tout au le dernier travail. moment. Et du coup, là, ils ont à peine eu le temps de faire un vague monito, mais ils n'ont pas posé le monito. Tu vois, ils tenaient le truc pour vaguement écouter. Donc, ils ont à peine eu le temps de me poser un cathéter. Enfin, tu vois, genre. Donc, et je pense que ça joue. Je dis pas qu'il faut absolument arriver à 9, tu vois. Enfin, surtout que moi, j'étais à 10 minutes. Parce que, voilà. Oui, on est d'accord, il faut voir en fonction de son Pas ça, si vous trajet. habitez à 45 minutes de la voiture, enfin, bon, Non, puis il faut gérer le trajet en voiture en plus, hein. Toi, c'est l'astuce que tu as trouvée, c'était de te dire, si je veux absolument éviter la médicalisation pour éviter que ça se reproduise, parce que, voilà, tu avais compris l'histoire, l'implication de la médicalisation dans ta première césarienne, tu t'étais dit, il faut que j'aille à la maternité le plus tard possible. C'était ta solution à toi que tu avais trouvée. J'aime bien, des fois, tu donnes sur ton compte Insta, t'aimes bien donner ton histoire de ton waiting cake là où c'est le gâteau pour attendre. Est-ce que t'as fait? non, j'ai pas fait ça. Je connaissais pas à l'époque. Mais non, mais c'est vrai que moi. Oui, mais je vais expliquer du coup. Mais c'est vrai que moi, c'était vraiment la solution que j'avais trouvée parce que je suis comme toi, genre, je suis complètement incapable de. Enfin, j'en parle tout le temps. Je dis à la fois que oui, on a le droit de dire un non à l'autorité médicale et je rajoute toujours après que je sais que c'est dur parce que moi, je suis à peu près incapable de m'opposer à l'autorité. Et en plus, ils m'avaient vraiment, vraiment mis la pression avec leur menace de déclenchement, parce que j'étais après 41 semaines, donc en plus, il y avait tout ça. Et donc, je savais que si j'allais à l'hôpital, ça allait être dur et que j'allais pas réussir à lutter. Alors, c'était quand même un hôpital assez physio, donc je pense pas que ils auraient été ultra interventionnistes et tout, mais je savais que c'était plus simple pour moi. Voilà. Après, encore une fois, c'est ce qui me convenait à moi. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais ça peut donner des idées. Ouais, le waiting cake, c'est une technique pour pas se précipiter à la maternité dès qu'on a des Ouais, j'aime contractions. bien ça. On fait un gâteau. Donc déjà, il faut le temps de faire le gâteau. Après, il faut le temps qu'il cuise. Ça prend au moins 1 heure. Puis après, comme ça, on mange le gâteau. On a plein de force pour... Ouais, la force, c'est rassurant. Bah écoute, depuis que j'ai vu ça sur ton compte Insta, franchement, des fois, quand on me dit ah, mais je vais aller le plus tard possible à la maternité, je dis mais c'est ça qu'il faut faire. J'ai trouvé ça génial. Je dis j'aurais dû faire ça, moi. J'aurais dû faire ça. Ça occupe, parce que c'est ça le... Ça occupe, c'est rassurant, on est à la maison. Ok, Ouais. je reste chez moi. Ouais, mais quand est-ce qu'il faut partir à la maternité? En fait, on pense qu'à ça. Et du coup, enfin voilà, ça permet de genre pas y penser, continuer sa petite vie tranquille. Oui, enfin, c'est plein de choses. C'est en plus, enfin, je veux dire, au niveau de l'odeur du gâteau, enfin, je sais pas si on fait un truc qu'on aime bien, ça peut renforcer son ocytocine, c'est plein de choses. C'est que des bénéfices. Moi, j'avais trouvé l'idée super. Franchement, je connaissais pas avant que t'en parles. J'avais trouvé l'idée super. Donc, ça peut être une démarche à suivre. C'est voilà. Mais comme tu disais, c'est à chacune de voir ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent et de faire surtout son travail, enfin voilà, comme on disait, le plus important, je trouve, pour reprendre quelques points qu'on a cités jusqu'à maintenant, le plus important que je trouve, c'est vraiment de travailler sur ce qui s'est passé pour pouvoir passer outre si jamais on est... Il y a des femmes parfois qui sont même en colère, etc. Pour pouvoir passer au-dessus de ça, pour pouvoir se préparer et être sûr que c'est pas notre corps qui est défaillant, c'est pas mon col qui s'ouvre pas, c'est pas mon... etc. Enfin, le nombre de fois où j'ai lu ce genre de choses, oui, mais moi je dilate pas, mais qui est... C'est ça, jamais je dilaterai de ma vie, ben non, c'est pas ça. Enfin voilà, donc pour être sûr que c'est pas le corps de la femme qui est défaillant. Et puis voilà, après de bien choisir son personnel de santé, on avait dit, enfin voilà, de choisir des personnes qui vont en tout cas être soutenants. Je sais pas si c'est hyper facile à dire, mais en tout cas qui seront pas contre l'idée et qui vont nous laisser choisir et décider de ce qu'on veut. Le jour où on arrivera avec des contractions, évidemment qu'en général les sages-femmes elles sont soutenantes et qu'elles vont nous accompagner là-dedans, hein, en tout cas si elles ont le temps.
Et puis, il y avait ça, et le fait de garder à l'esprit, comme on disait, que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais que c'est quand même nous, normalement, qui avons le dernier mot, et que si on est prête à ça... Aujourd'hui, je sais pas si j'agirais de la même façon, moi, personnellement, que avant, ou que même pour ma deuxième, pourtant j'ai l'accouchement que je voulais, entre guillemets, mais il y a quand même des choses auxquelles je dis oui, parce que, bah voilà, mais je crois qu'aujourd'hui, j'agirais quand même... Ce serait peut-être pas fait de la bonne... Moi, je suis impulsive, mais... voilà, de se dire, quand on est prête et quand on est vraiment convaincu de ça, je pense que c'est quand même un peu plus simple que quand on se dit, ouais, je sais pas, est-ce que j'ai le droit, etc. Et qu'on se retrouve face à l'autorité médicale, c'est plus compliqué. C'est pour ça que quand tu parlais des chiffres tout à l'heure, de connaître les chiffres et tout ça pour avoir des arguments, je sais pas trop si ça marche, comment dire, dans le... Oui, ah oui, oui. Je sais pas si c'est... Moi non plus, je suis d'accord. Mais en tout cas, pour soi, de se dire, ben, je connais. Voilà, je peux arriver devant quelqu'un et dire, je connais les chiffres, je connais les recommandations, etc. Et puis, de manière générale, je sais pas si on peut parler d'efficacité de cette technique, mais de manière générale, on nous écoute quand même plus quand on est renseigné que la petite bonne femme qui vient accoucher. Puis moi, je suis le grand gynécologue et je sais tout quand même, hein. Il y a quand même... Bon, c'est hyper patriarcal, mais c'est comme ça, le système il est comme ça, et je critique pas forcément les personnes qui y travaillent, hein, je critique le système en général. C'est important, je pense, voilà, ça fait partie d'une préparation, c'est général. Déjà, de façon, de connaître les chiffres, de connaître tout ça, ça montre, ça nous rassure, je pense, aussi. De se dire, bah voilà, l'OMS et la Haute Autorité de Santé conseillent de tenter le voix basse après une césarienne. Je recense tous les chiffres que je trouve, tout ce que je pense qui peut être nécessaire. Et moi, j'arrive avec ce projet naissance. Et même si à la base, on nous aurait même pas proposé une césarienne, on est arrivé, déjà, on était déjà prête, on avait déjà confiance en soi et confiance en notre projet. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et voilà, d'avoir confiance en soi. Et donc, ça passe par toute cette préparation. Si on n'a pas confiance et qu'on est persuadé que de toute façon notre corps il est défaillant et que si la première fois on a eu ça, il y a de grandes chances que la deuxième on ait ça aussi, il y a moins de chances que ça fonctionne, puisque comme je dis à chaque fois, et puis toi je sais que tu es d'accord avec moi là-dessus, tu peux pas ne pas être d'accord, c'est que l'esprit il influe sur ce qui se passe, l'esprit il influe sur notre ressenti, il influe sur énormément de choses, donc il vaut mieux y aller avec l'esprit positif et puis préparer. Voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter ou pas. Il y aurait un autre sujet pour une autre fois, c'est le déclenchement pour un AVAC. Oui, on fera une suite. Mais parce que ça renouvelle ça remet tout à plat, quoi. C'est-à-dire, quand on passe le soi-disant terme de 41 semaines, tous nos petits arguments et tout, ils tombent à l'eau parce que là, c'est reparti avec les risques et les machins. Donc, mais c'est un autre sujet, mais pour le coup, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est vrai qu'un obstacle supplémentaire. Donc, je pense, et ça arrive quand même souvent, donc... Mais je pense qu'il faudrait faire carrément un truc sur le déclenchement de manière générale, ou peut-être que l'épisode fera 3 heures, je sais pas. Mais on va faire les hors-séries de Clara avec Louise sur la médicalisation. Parlons du déclenchement pendant seulement 8 heures d'affilée. c'est ça. Il va falloir trouver quelqu'un pour garder les gosses, hein, parce que... voilà, je pense qu'on a raconté tout ce qu'on voulait raconter, en tout cas pour pas que l'épisode dure 3 heures, comme on disait. Je te remercie, Louise, pour toutes les infos que tu as données, pour les infos même personnelles, pour t'avoir confié à mon micro. Je pense qu'on refera quelque chose ensemble, j'en suis sûre même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à raconter. En tout cas, je te remercie, puis je te dis à bientôt. Au revoir, Louise. Merci à toi, au revoir. Et au revoir tout le monde. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite, ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.